Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour Charles. Oui, toujours dans nos entretiens. Au fait, quel est le fait qui a marqué l'actualité ces derniers temps? Oh là là, c'est le passage de Macron à BFM, Mediapart et RMC. Ah, écoute, j'ai pas eu l'occasion de suivre ça, mais apparemment tout le monde en parle. C'est incroyable. En fait, j'ai bien vu mon président mais je me pose beaucoup de questions parce que je pense que Emmanuel Macron c'est un jeune Français. On sent la fréquentation des grandes écoles. Il est très brillant, avec une expérience professionnelle évidente. Mais est-ce que c'est vraiment ça un président? Est-ce que moi il y a ce côté-là, il est trop susceptible. Il est, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être devant un président. Et je suis devant un bon conseiller politique ou économique ou tout ce qu'on veut, mais pas un homme d'État, un président de la République française. Non. Mais mais bon. Mais justement là tu me poses quand même, tu me pousses un peu à réfléchir un peu plus là-dessus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir en face de toi un intellectuel, un homme intelligent qui a la maîtrise de ses enseignements appris à l'école, ou soit tu as l'impression d'avoir un homme brillant, intelligent, mais qui manque un peu de sagesse? Moi je pense que c'est un mec brillant, professionnel, un technocrate parfait, mais la sagesse là, laisse à désirer. Il y a un souci. Il y a un souci. Mais bon, il a des idées. Il a envie de développer la France d'une certaine façon. Mais il faut qu'il accepte tout le monde. Ça veut dire que il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont, par exemple, à SNCF. Il faut vraiment bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas assez mûri. On parle de réforme, mais c'est des réformettes pour moi. J'ai entendu Brunet dire c'est réformette. Il a raison. C'est incroyable, c'est pas assez poussé. Et moi je sais pas, peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai comme l'impression que il y a comme un décalage entre la réalité et ce qu'il tend à proposer. Je sais pas si je me trompe, mais c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à avoir l'impression que effectivement on est en face d'un homme susceptible, mais aussi d'un homme, je peux me tromper, hein, mais qui toutefois laisse l'impression de tout connaître. Il y a quelque chose. Il y a cette arrogance-là qui réapparaît chaque fois. Et vous savez, il y a quelque chose qui fait, c'est que quand on lui pose une question, il ne répond pas à la question. Il déconstruit d'abord la question. À partir du moment où tu déconstruis la question de quelqu'un, ça veut dire que tu essaies de détruire avant même de donner la réponse. Et ça c'est quelque chose qui est terrible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que je pense que je ne sais pas si c'est un conseil que je donne, mais un homme politique, c'est d'abord un responsable par son écoute, de la chose publique. Un homme politique
c'est quelqu'un qui doit gérer au mieux un ensemble que nous appelons un État ou une nation, où on trouve de tout. Il y a de bons, de méchants, de fous, de moins fous. En tout cas, il faut essayer de faire un cocktail pour s'en tirer au mieux. Or, apparemment, à t'entendre dire, et parce que j'entends aussi des autres, effectivement, le côté arrogance revient souvent, et puis le côté de quelqu'un qui ne semble pas trop prendre en compte ce qu'on lui dit, il n'en fait qu'à sa tête. Exactement. Exactement. Ça veut dire que lui, vous pouvez tout, vous cherchez bien, vous racontez toute l'histoire, mais à la fin, vous dire, bon, voilà, moi, j'ai été... on a voté pour moi sur ce que j'avais dit là pendant ma campagne, c'est ça. Mais non, le monde évolue, les choses évoluent. C'est pas parce que les gens ont voté pour ce que tu avais dit pendant la campagne que tout est bon. Et donc il va y avoir des choses qu'il faut que toi-même tu sois capable de se dire non, là ça fonctionne pas. La société française, elle évolue d'une certaine façon. Il faut absolument que bon, je modèle un peu les choses, quoi. Mais lui, non, c'est... no way, il fonce, vous pouvez tout dire, j'irai jusqu'au bout. Mais vous irez jusqu'au bout de quoi? Vous voyez? Non, mais moi je crois que il nous revient aussi de droit que d'interpeller les hommes politiques au travers de ce que nous voyons et que ne voient pas forcément. Ouais, absolument. Et je crois que ici, le débat est ouvert et voilà pourquoi on en parle. Et si je revenais un peu sur nous autres qui sommes des Afro-Européens, et comment tu penses que... Bon, je n'ai pas suivi ces derniers temps les apparitions d'Emmanuel Macron, mais quelle approche qu'il a par rapport à l'Afrique? Je sais qu'il avait fait un tour en Afrique il n'y a pas longtemps. Oui. Il devait être au Sénégal ou au Mali, quelque chose comme ça. Oui. Il a été voir les militaires, il a été voir tout ça. Bon, il paraît qu'il a envie de développer l'éducation, d'aider l'Afrique à développer l'éducation. Bon, c'est des paroles, hein. Oui. Maintenant, on attend les actes. Et en même temps, je me dis, les Africains aussi devraient comprendre une chose. Ils ne doivent pas toujours attendre que pour développer l'éducation dans leur pays, qu'ils attendent que la France ou Macron, Monsieur Macron, amène des sous. Donc il y a un vrai problème aussi. Il n'a rien à voir avec l'Afrique. La France-Afrique, on n'en veut plus. Donc il y a quelque chose qui ne doit plus exister. Je pense que s'il va faire du tourisme en Afrique, qu'il fasse son tourisme, mais il n'a pas à intervenir dans la vie politique de ces pays-là. Il peut conseiller, il peut participer à des choses comme à travers l'ONU, à travers les organismes, oui. Mais moi, là, un an de mandat, il n'a pas parlé d'Afrique. Hein. Oui. Voilà. Et c'est là où on voit oui, c'est vrai que c'est pas aussi important que ça, quoi. Oui. Mais et pourtant, contrairement à ce que nous sommes, à ce que nous voyons par le monde, sur le plan pas forcément géostratégique, mais sur le plan économique, on voit que l'Afrique a toute son importance parce que absolument. Les matières premières de bien de choses viennent d'Afrique. Mais comment, c'est ça que j'arrive toujours pas à concevoir. Je pense que Macron, c'est un économiste, c'est un homme d'argent, de banque. Hein. Il sait que le développement de l'Europe, parce que lui il est très branché Europe, il veut amener la France vers l'Europe, il veut refaire l'Europe. Pour que l'Europe fonctionne, il sait très bien que l'Europe a besoin de l'Afrique. Parce que l'énergie est là. Aujourd'hui, la technologie, tout ce qu'on veut, la matière première vient d'Afrique. Donc, au niveau, sur le plan européen,
il a vraiment besoin d'être en contact avec l'Afrique et essayer de trouver le partenariat. Mais il se pose un problème maintenant, c'est que la Chine est là. La Chine aussi veut sa part du gâteau. Et ça devient compliqué. Parce que la Chine, en plus, il installe cette relation de gagnant-gagnant, comme ils disent. C'est pas le colon avec le colonisé. C'est une autre relation. Oui. Et donc c'est assez compliqué. Donc l'Europe ou la France doit absolument savoir bien jongler pour pouvoir bénéficier de l'Afrique. Mais est-ce que quand on voit sur la problématique Afrique-Europe, surtout, bon, du fait que nous avons eu depuis la colonisation jusqu'à nos jours, on a eu du mal à instaurer un véritable rapport de force. Mais est-ce que, moi, ce dont j'ai peur, c'est de voir que l'Afrique puisse tomber dans un piège de ceux qui sont là en train de mener la cadence. Est-ce que la Chine, quoique il y a quelque temps je l'avais soutenu sur, je crois, Télésud, est-ce que la Chine est un réel bien ou est un mal en bien pour l'Afrique? Je m'explique. Parce que j'ai vu les quelques réalisations des Chinois en Afrique, et plus particulièrement en RDC. Mais on a l'impression que c'était juste une belle illusion, parce que ce qu'ils ont construit à la place, ça nous a laissé des trous. Et ce qui a fait que Kinshasa aujourd'hui est devenu Kinshasa fleuve quand il pleut. Ouais, c'est ça aussi. C'est que la technologie, la Chine est en train d'évoluer technologiquement. Maintenant, ils commencent à envoyer des fusées. C'est maintenant que la Chine va devenir vraiment la Chine. C'est devenu une très plus grande puissance financière, même par rapport aux États-Unis. Maintenant, on compte la Chine. Bon, maintenant, la technologie, leur façon de faire, est-ce que je pense pas que ça soit aussi développé que, regarde, nous déjà ici en Europe, quand on achète des produits chinois, ça ne tient pas. Exactement. Voilà. Donc on est obligé, quand on prend les produits français, ça a de la consistance. Donc il y a quelque chose qui est là, qui est réel. C'est-à-dire que la Chine est en train de venir, mais ce n'est pas encore une vraie puissance technologique, industrielle, comme on a envie de le dire, quoi. Oui. Et j'en profite aussi pour glisser un tout petit peu chaque. Moi, je tiens compte de tout ça. Mais pour établir un véritable rapport de force sur le plan économique, et pour ne pas dire aussi sur le plan géostratégique, je pense que on doit à partir de là remettre en cause les, comment dirais-je, les régimes en place, parce que on ne peut pas faire les choses bien comme il faut dans un État sans droit. C'est la première des choses. Tous les régimes qui sont en Afrique, je le dis sans rembage, ça ne devrait pas exister. Ces gens-là ne méritent pas de diriger l'Afrique. Et maintenant, l'Afrique doit s'en sortir seule. Elle ne doit pas attendre. Vous savez, il y a tellement de jeunes Africains qui sont formés aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, partout, qui sont hyper calés, qui sont capables d'aller en Afrique et reconstruire des choses. Qu'est-ce que l'Africain doit faire aujourd'hui? Voilà une bonne question. Le problème de l'Africain, c'est la mobilité. Vous avez de la bouffe, vous avez tout le commerce. Rien ne bouge parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qui empêche qu'on construise des routes qui partent du Maroc jusqu'au Cap en Afrique du Sud, qui traversent toute l'Afrique? Si on construit une route comme ça, qui est avec des bretelles dans tous les États africains, le commerce va être exponentiel. Et le commerce va monter à un point que ces gens-là ne seront même pas capables de comprendre.
l'Africain n'a besoin de rien. Il a simplement besoin de mobilité, une bonne route. Et les matières premières arrivent. Mais là, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça, mais je vois que pendant la colonisation, si on voit très bien, les routes étaient construites au bord de la mer et les trains qui partaient de nos grandes villes ne faisaient qu'acheminer ces matières premières. Donc quelque part, on voit que cette volonté ne tient pas seulement aux Africains, cette volonté a été un frein par ceux qui pillaient l'Afrique. Absolument. Ces gens-là, ils avaient un plan. Ils mettaient les routes et les chemins de fer sur les sorties des pays. C'est-à-dire bord de mer, où il y avait des gros bateaux qui pouvaient prendre la marchandise et l'amener. Et maintenant, nous, c'est l'intérieur des terres qu'il faut. Il faut qu'il y ait une route qui part de Casablanca jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Cette route-là va traverser le Mali, tous les pays, le Congo, jusque en Afrique du Sud. Avec tous ces bretelles-là. Mais tu t'imagines quelqu'un qui prend un autocar du Maroc et qui part en vacances en Afrique du Sud par autocar. Tu t'imagines le nombre de paysages qu'il va découvrir. Bien sûr. Le tourisme qui peut être développé. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre? Oui, c'est tout à fait. En tout cas, là, je ne saurais en dire autrement. Mais bon, comme je fais toujours, je dirais, tout ça c'est bien beau. Mais je crois que la priorité de priorité, en ce moment, ne se repose pas seulement sur le plan économique ou sur le plan de nos infrastructures. Je pense que nous devons sensibiliser autant que possible nos frères et sœurs africains, surtout mettre en avant les valeurs, parce que les valeurs sont devenues aujourd'hui une véritable perdition. Nos politiciens en profitent pour autant nous diviser, et les gens souvent, comment dirais-je, ont une éducation qui a été faite sur l'ignorance. Or cette ignorance-là est devenue un poison en Afrique aujourd'hui. Que faut-il que l'on fasse pour s'en débarrasser? C'est l'école. Il faut revoir l'école. Dans l'école, il y a l'éducation civique. Il y a toutes ces petites choses-là. Les traditions, mais les bonnes, parce qu'il y a aussi des terribles, qu'on essaie d'inculquer ça à nos enfants. Qu'ils sachent c'est quoi les valeurs de vie, le respect, toutes ces petites choses-là qui font que un être humain, quand il est devant vous, il est digne d'être ce qu'il est. Moi je pense que c'est surtout ça, c'est l'instruction. Et sur ce que tu dis là, j'abonde complètement. Mais quand aujourd'hui je vois que l'argent est devenu le miroir de nos valeurs, alors qu'aujourd'hui nous savons très bien, la plupart de ceux qui s'enrichissent en Afrique, surtout en politique, ce sont des voyous au col blanc. Et à ces gens-là, nous devons respect parce qu'ils nous volent. Et après, ils nous obligent qu'on les respecte. Tu ne trouves pas que là, il y a quelque chose qui ne colle pas? Non, il y a quelque chose. C'est quoi? C'est que la démarche que l'Africain doit avoir aujourd'hui, c'est de nettoyer tout ça. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des Africains, parce que dans son village, il y a un type qui a un peu de pognon, qui a donné quelques sous dans le village, et au moment des élections, tout le monde va voter parce qu'il a bu une bière. Non. Tu vois, ce genre de réflexion ne doit plus exister. Oui. Ouais, on doit engager quelqu'un dans un projet public, il faut que le mec soit à la hauteur. C'est pas quelqu'un parce qu'on trouve qu'il a une bonne bouille, oui, parce que il parle bien, ou parce qu'il a un peu de sous et qu'il nous a tous offert des t-shirts et des casquettes.
allez, demain tout le monde va voter pour. C'est n'importe quoi. Oui, mais Chak, est-ce que tu ne trouves pas que cette situation précaire dans laquelle nous nous retrouvons a de l'impact sur l'homme noir ici-bas, quand on voit ce qui se passe en Chine, comment nous sommes parfois maltraités, aux États-Unis n'en parlons pas, parce que les assassinats, des crimes, nous sommes toujours dans les faits, divers. Et ici, il y a un peu cette tendance qui est en train de se manifester. Est-ce que tu ne penses pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité? Absolument. Mais quand on voit ce qu'on a, l'image qu'on a laissé drainer de l'homme noir, partant de l'Afrique, tu ne penses pas que cela, inconsciemment, agit sur ceux qui nous maltraitent aussi gratuitement, en se croyant nettement supérieurs de nous, bien sûr, alors qu'il n'en est pas le cas? J'irai même plus loin. Il y a même d'autres gens de chez nous, hein, des Africains, qui disent moi je préfère travailler avec les Blancs, hein, parce que vous les Africains là, un Africain qui réfléchit déjà comme ça, incroyable. C'est pas possible quoi. Exactement. Et on ne peut pas. Quand on travaille avec quelqu'un, c'est parce qu'on sait que la personne a une compétence et que quand on va collaborer, sa compétence va participer à la réussite du projet qu'on est en train de faire. C'est pas parce qu'il est blanc ou parce qu'il est noir. Tu vois? Et c'est ce truc de préjugé qu'il y a chez nous, comme ici en Europe, sur les Africains, qui fait que c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais Chak, tu ne trouves pas que ces préjugés subtilement mis en place sont là devenus de véritables complexes et mal-être pour les Africains? C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que ces Africains-là ne sautent pas plus haut qu'ils peuvent. Aïe, aïe, aïe. Non. Et puis je dirais que ça aussi, c'est un travail. C'est un travail que nous devons à tout prix faire pour que l'homme noir commence à réaliser qu'il n'est pas différent de l'autre. C'est vrai que nous avons connu des siècles de souffrance, de misère. Je n'accuse pas les peuples parce que les peuples ne sont pour rien. Les dirigeants souvent qui ont mis ce mécanisme en place ont fini par faire de nous, tout au moins, par la diffusion et par les informations, on finit par donner cette image-là, qu'aujourd'hui, rares sont les hommes, rares sont les noirs qui lèvent la tête quand ils font quelque chose. Or, je pense que c'est aussi notre travail que de contribuer un peu à cette humanité. Tu sais, moi, mon rêve, je suis un Afro-Européen, hein. Mon rêve, je me suis toujours dit, j'aimerais vraiment un jour voir l'Afrique et l'Europe devenir un seul continent. Ah, ça serait bien. Tu vois? Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est ça même le fondement du collectif afro-européen. C'est ça. Et c'est cette conclusion-là. Le jour où on est capable de faire ça, avec la mondialisation qui arrive là, personne ne peut toucher ni l'Afrique ni l'Europe. Ce continent afro-européen doit exister un jour. Même peut-être moi je ne serai pas vivant, mais je sais qu'il va exister. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu es en train de dire là, c'est formidable. Tu sais, Chak, moi je pense que la clé du savoir est détenue par les hommes qui ont fait de leur vie une certaine expérience et ont su tirer profit de l'éducation et de toutes les expériences qu'ils ont eues. Bien sûr. Et là, on devient un homme. C'est même plus une question de couleur. On devient un homme, un humain. Un humain, un citoyen du monde qui a choisi comme territoire afro-européen, qui est l'Afrique et l'Europe. Ces deux continents, c'est par ces continents-là que la civilisation mondiale est arrivée. Exactement. Que les mathématiques et tous les trucs sont sortis de là.
la science a été développée depuis l'Égypte. Bien sûr. Comprends? Il faut que les gens sachent exactement qu'est-ce qu'on représente. Les Européens, des fois, quand je regarde moi je suis européen, hein, mais quand je vois mes potes européens, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qui ils sont. Vous voyez? Mais bon. Mais et en plus, il y a une chose sur laquelle j'aime toujours revenir chaque. Aujourd'hui, l'autre fois je le disais quand on parlait, la science et les historiens ont démontré ce que nous savons depuis, mais ont démontré qu'ici-bas, qu'il n'y a qu'une race, c'est la race noire. Humaine. Moi je dirais même humaine. La race humaine. Point. Et ce qui fait que c'est vrai que quand on me parle... Et à la base, oui, c'était que des noirs. Oui, bien sûr. Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle un peu, quand j'entends parler des gens qui se disent racistes ou ceci, moi franchement, sans te mentir, je ne me sens ni touché, ni de près, ni de loin. Mais c'est vrai que je condamne et j'accuse ces méfaits. Parce que je crois que on doit juger l'homme sur sa capacité à apporter des solutions aux problèmes immédiatement. Immédiatement. Oui. C'est ça le destin même d'un homme ou d'un être vivant. Parce que moi, je suis un peu croyant. Je crois qu'il doit y avoir un Dieu qui a je ne sais pas par quel miracle, il a fait tout ça. Il a créé cette planète. Mais il y a des êtres vivants qui sont sur cette planète, qui doivent fructifier cette planète, la rendre belle ou la détruire. Parce que on a vu quoi? Il y en a qui ont construit des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des choses. Et puis il y a d'autres qui ont planté des bananes, des machins, des choses. Et tout ça converge. Mais il faut que l'homme qui est là sur la terre, l'homme ou la femme qui est sur terre, prenne soin de tout ça. C'est tout ce que nous on demande. Mais c'est justement là, tu arrives encore à un point qui m'interpelle parce que pour avoir toujours pris l'habitude de pousser un peu la réflexion plus loin, je me rends compte, au vu des expériences, toi-même tu sais que nous n'avons pas toujours connu des expériences heureuses. Mais plus on pousse la réflexion pour comprendre, et plus notre intelligence nous mène vers la sagesse, et plus on se rend compte que on devient presque humain au travers de notre amour, et on a du mal quelquefois à comprendre pourquoi les gens sont devenus si haineux, agressifs envers les autres. Et je pense que si la réflexion est capable à nous mener à ce niveau-là de compréhension, tu ne penses pas que nous damons là le pion à tout ce à toute agressivité, tout ce qui est de danger. Et tout simplement parce que parmi nous, il y a des gens qui ont subi des choses. Et ils sont partis dans leur tête de se venger. Mais quand tu vas te venger, tu vas sortir ton épée et tu vas tuer ton propre frère. Parce que c'est un être humain comme toi. C'est le cycle de l'engrenage. Voilà. Et le truc, c'est que il faut qu'on arrive à ce que l'homme s'apaise, qu'il puisse rentrer dans la vie, qu'il puisse contrôler la nature. Bien. Pas casser la forêt, pas tuer tous les animaux dans l'eau, les baleines sont en train de disparaître. Maintenant, on m'a dit que le dernier cheval, je sais pas quoi, un truc blanc, rhinocéros blanc, le dernier, il vient de mourir. Mais tu t'imagines, ça veut dire que toutes les créatures là sont en train de partir en vrille parce qu'il y a une certaine cupidité chez certaines personnes qui ont envie, ah ouais, moi je vais voir ça, et puis il va les vendre parce qu'on va lui donner un peu de sous. Mais
tu vivras avec pendant combien de temps, tu vois? Non, tout à fait. Tu trouves pas que la plus belle fortune est plus ce que nous avons su tirer de nos expériences positivement que l'argent que les autres essaient d'amasser comme des véritables comment on les appelle, comme des avares qui n'en sont jamais satisfaits de toute la fortune qu'ils amassent. Non, mais les gens veulent devenir de plus en plus riches. Regarde, maintenant la société elle est divisée. Il y a les gens qui sont excessivement riches et d'autres vraiment pauvres. Alors à ce point-là, pas possible. Mais ça ne devrait pas exister. Mais ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'essayer comment on va compenser ceux qui n'ont rien. Comment on peut y arriver. Ça, c'est le travail des politiques. Mais si on tombe sur un politicien qui est avare aussi, qui lui, il pense prendre son fric, le peuple va, comme les Congolais aujourd'hui. Hein? Le Congo, c'est un des pays les plus riches de la Terre. On dit même c'est le plus riche. Non, non, mais je te dis, moi je te le dis sincèrement, c'est le plus riche de la Terre. Et même au niveau de la nouvelle technologie, du développement de l'homme moderne aujourd'hui, le Congo est à la base. Et dans cette rue de Kinshasa, les gens dorment par terre. Quand il pleut, c'est un fleuve dans la ville. C'est dramatique. Mais comment on peut expliquer ça? C'est vrai, il y a... Le Congolais, c'est quelqu'un qui doit, chaque mois, un Congolais, ils sont 80 millions, il faut que chaque Congolais puisse avoir 1000 $ tous les mois, sans travailler. Ce que je dis là, si, ouais, sans travailler. Ça veut dire qu'un minimum universel à tout Congolais, c'est 1000 $ par mois. Et ce que tu dis est tout à fait évident parce que le Congo, pour moi, je l'ai toujours considéré comme étant le jardin d'Éden. Mais oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait mal quand on voit la situation dans laquelle vivent nos parents, alors que nous sommes un peuple, le peuple le plus riche au monde, mais on nous fait vivre l'enfer en plein paradis, en plein jardin d'Éden, et ça, je n'arrive pas à comprendre. Ah ouais. Et je voulais aussi dire que, bon, ça c'est aussi pour montrer aussi aux gens, hein. Moi je pense que nous avons toujours été fiers d'être ce que nous sommes. Et j'aurais pu être blanc, rouge, noir, comme on aime le dire, mais cela ne me dérange pas, tant que on se reconnaît dans ce qu'on est, on est fier de valeurs que nous transmettons au travers nos diverses fonctions, au travers nos qualités d'intellectuels, d'artistes. Je pense que si je nous vois chaque et dire que nous sommes en train de faire cet enregistrement dans ce studio, mais il faut que les gens comprennent aussi une chose, que celui qui porte l'âme d'un artiste ne peut qu'apporter quelque chose de meilleur à l'humanité. Absolument. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Mais c'est ça, c'est tout. On cherche même pas à s'enrichir. C'est tout ce qu'il reste à faire. Qu'est-ce qu'on va s'enrichir? On est déjà riche. Et c'est aussi au travers de ces discussions, c'est aussi cette belle fortune que je voulais montrer aux gens, parce que les gens pensent que tout peut s'acheter, tout peut se vendre. Non. Mais je pense que tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. Et la culture est une véritable source de richesse que nous partageons ensemble. Et ben voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux encore ajouter. Non, moi je pense que moi je suis très très content qu'on puisse avoir ces entrevues là chaque fois avec des actualités. J'aimerais que la prochaine fois on parle vraiment j'aimerais qu'en RDC on accepte la double nationalité. Oui. Cette loi là, il faut le faire. Parce que moi, j'aimerais aider, mais je ne vais pas aider. Parce que je suis franco-américain, c'est compliqué. Donc je ne peux pas prendre des responsabilités ni aider quoi que ce soit. Je peux conseiller, mais je ne peux pas aller plus loin. Non, mais de toute façon, ce que tu dis là, cette loi
ils doivent l'appliquer parce qu'on a vu que pendant plus de deux décennies, depuis que le maréchal Mobutu est parti, ceux qui sont venus en place, ils avaient 2, 3, 4 nationalités. Donc ça a été, comment on appelle ça, un marché de dupes. Donc nous, ce qu'on veut simplement qu'on officialise cela et que le Congolais puisse s'épanouir et s'émanciper de toutes ces choses-là. Absolument. Et mais on avait oublié quelque chose. Vas-y. Et si on parlait un peu de 100 ans de la rumba congolaise, ce projet qui te tient tant que... Là, je suis en train de réfléchir encore. J'aimerais qu'on en parle, mais j'aimerais vraiment développer comment l'événement va se passer. Dernièrement, là j'ai eu Nono. Lotangue, il est en Uruguay. Notre ambassadeur. On a parlé tout à l'heure. Il m'avait appelé, il a appelé ici. Et on a discuté. Il attend que ça. Ça veut dire qu'au Japon, il y a mon ami Lukfe qui attend aussi. Il y a plein en Australie, il y a Sam Manzanza qui attend aussi. Je sais que quand on va mettre ça près, bon, le nerf de la guerre aussi, qui fait qu'il faudrait qu'on prenne un endroit comme l'Olympia. Pouvoir recevoir quelques artistes, retracer l'histoire que j'appelle Congo prend des ailes. Mais c'est super ce que tu es en train de dire. Le spectacle va s'appeler Le Congo prend des ailes. Parce que c'est grâce à la rumba que malgré que les politiciens tombent, que les gens viennent avec n'importe... C'est le seul truc qui a tenu. Exactement. Et ça amenait les Congolais respectés partout dans le monde grâce à la rumba, avec le Calais, avec tous ces gens-là qui ont fait Franco. C'est ça, c'est pour cela que la rumba congolaise, c'est le socle même de la valeur intrinsèque d'un Congolais. Mais c'est notre plus belle vitrine. Oui, absolument. Et chaque... Est-ce qu'on n'a jamais pensé de mettre en place un festival international de la rumba congolaise? Si, je pense que c'est... Là, tu me tires le verre du nez parce que c'est dans le projet, il est prévu d'avoir un festival, mais je vais te l'avouer. Tu vois le terrain là où on fait les courses. Oh oui, oui. Hippodrome de Saint-Cloud. Oh oui, je vois où c'est. C'est là où je me suis dit, on va avoir 3 jours des artistes qui vont venir de partout pour jouer leur rumba. Mais cette rumba là, on va faire venir des rumbas d'Amérique du Sud, des rumbas d'autres pays, mais la rumba congolaise sera la base de ce festival-là. Mais pour ce grand projet, on aura besoin des mécènes. Mais absolument. Des ambassadeurs. C'est ça le problème. Parce que il faut, non, moi je préfère qu'on s'appuie déjà là-haut sur ce qui fédère les Congolais. Hein. Et puis bon, on verra le reste. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes dupes de ce qui se passe. Mais nous voulons s'y montrer qu'au Congo, il y a aussi des belles choses, malgré tout ce qu'on vit. Et la rumba fait partie de notre identité. Identité, absolument. Absolument. Mais apparemment, je pense que pour le moment, on a fait le détour de ce qu'on pouvait faire. Merci. Bon, on verra ce que va nous donner l'actualité d'ici là. Ouais, mais en tout cas, on a été très heureux de partager avec vous ce moment aussi précieux. Pour simplement vous montrer qu'il y a des Congolais aussi qui se soucient du sort du Congo, eux aussi du sort de l'homme noir en tant qu'humain ici-bas. En tout cas, on vous dit à prochainement. Merci. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent.
au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Au nom de l'amour qui nous engage, bien malgré tous ceux qui nous divisent, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle histoire d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.